Là, comme vous voyez, noir et blanc, c'est-à-dire c'est là où on est dans le film, en couleur, mars 67, Holcomb, c'est là où on est introduit à la réalité, le tournage du film. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ici, dans l'entrée du Studio Galande, un vieux cinéma qui fait partie du quartier latin, qui a eu de très grandes heures et qui a une superbe programmation de films classiques, dont The Rocky Horror Picture Show, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et je suis ici pour vous parler de deux œuvres. Truman Capote retourne à Garden City, et le film qui l'a précédé, qui est Truman Capote, en 2005, avec Philip Seymour Hoffman dans le rôle de Truman Capote. Alors déjà, je vais me permettre, Truman Capote, c'est un écrivain américain qui a écrit divers romans, dont De sang-froid, qui est un roman mythique, d'anthologique, qui est un roman de non-fiction qui raconte le meurtre atroce d'une famille de fermiers de l'Amérique profonde et des hommes qui ont commis ce crime. Et en fait, Truman Capote a écrit son livre pendant plusieurs années. Il a discuté, il s'est approprié l'histoire des criminels, notamment d'un des deux criminels auquel il s'est identifié, qui a eu une relation ambiguë avec lui. Et en fait, que ce soit cette bande dessinée ou le film, ces deux œuvres retracent la démarche de Truman Capote. Et ce qui est intéressant, en fait, de noter, c'est qu'on a affaire à deux démarches artistiques, déjà dans deux formats différents, mais qui, en soi, sont des démarches artistiques différentes. C'est-à-dire que le film est de facture classique, l'histoire est classique, on suit le parcours d'une manière linéaire de Truman Capote, tandis que la bande dessinée est plus de facture moderne, avec des allers-retours entre les images d'un film tiré du roman de Truman Capote et Truman Capote lui-même pendant qu'il écrit son roman, voyez, et Truman Capote qui est sur le tournage du film. Donc il y a un vrai méli-mélo, un vrai mélange des diverses périodes dans le livre qui est extrêmement moderne, qui a des dessins extrêmement épurés, très durs et qui en fait transmettent la violence de l'ambiance qu'il y a et dans l'histoire des meurtres, mais aussi dans la démarche même de Truman Capote qui s'est approprié d'une manière presque sordide en fait l'histoire de ces criminels, qui les a utilisés pour relater leur histoire. Et alors, si le film relate aussi cette appropriation, de par sa facture classique, il y a une sorte d'édulcoration dans le film, car la violence n'est pas tout à fait montrée, et même le parcours de Capote correspond à la légende que Capote lui-même a racontée aux journaux, c'est-à-dire une légende presque noble où il respectait, où sa quête était complexe, mais il respectait de bout en bout le parcours de ces criminels et ces hommes. Chose qui ne transparaît pas dans ce livre, car ce livre est plus, enfin cette bande dessinée, ce roman graphique qui a deux auteurs, Nadar et Xavier Betaucourt, et qui a été édité chez Futuropolis, où cette bande dessinée met en scène de manière plus factuelle l'histoire et montre une certaine lâcheté de Truman Capote, qui s'est approprié l'histoire de ces deux êtres violents, mais en leur mentant. Il les a utilisés, puis après s'est félicité du fait qu'ils allaient se faire tuer. Comme ça, il pouvait avoir une fin à ce roman. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que tout de même, il faut dire, le film est classique, Truman Capote, mais la performance de Philip Seymour Hoffman est magistrale, elle aussi. Et elle apporte tout de même quelque chose que n'a pas la bande dessinée, c'est le son. C'est notamment la voix du personnage. Une voix, enfin la voix de Truman Capote très efféminée. Truman Capote était homosexuel, il œuvrait dans une décennie, les années 50, 60, où c'était encore très difficile d'être homosexuel, voyez-vous. Et donc ça, Philip Seymour Hoffman arrive à le transmettre, à la fois cette effémination, mais aussi cette dureté qu'il a vécue à cause de sa manière d'être, que ne transmet pas vraiment la bande dessinée, car elle est plus concentrée sur
la violence psychologique, la violence de la démarche du personnage. Et donc, on peut dire que si les démarches de la bande dessinée et du film sont pour ainsi dire opposées, le classicisme contre le modernisme, on peut aussi dire qu'elles se complètent dans la mesure où, certes, le film épouse le point de vue de Truman Capote, mais retransmet aussi un peu plus son mal-être, il se concentre plus sur le personnage et aborde plus la complexité intérieure, une certaine complexité du personnage. Tandis que la complexité mise en avant par la bande dessinée est une complexité beaucoup plus noire, beaucoup plus sordide. Et en fait, et voir le film et lire la bande dessinée, c'est en fait se faire une idée, c'est justement de voir l'un et de voir l'autre qui permet de se faire une idée de la complexité du personnage, de l'artiste, mais aussi de la complexité que c'est que d'adapter la vie de quelqu'un, que c'est de réfléchir la vie et la démarche d'un artiste. Et donc j'invite à voir et le film et à lire cette excellente bande dessinée. Et aussi une chose intéressante, c'est que ce soit le Truman Capote film ou le Truman Capote bande dessinée, c'est que le premier est une rencontre de la cinématographie et de la littéralité, c'est-à-dire qu'on adapte une œuvre littéraire. Donc se pose la question de l'adaptation, mais dans la bande dessinée, ne serait-ce qu'avec la présence du tournage du film et le choix de certains dessins, d'une orientation de certains dessins, se pose la question de la contamination, de l'enrichissement de la bande dessinée par le cinéma. Car il y a une véritable mise en abîme dans cette bande dessinée, dans la mesure où il représente les images du film, de la première adaptation du livre de sang-froid, et il représente des images réaliste, on va dire, de Truman Capote en train de faire son livre, de réfléchir son livre. Et donc, il y a un véritable dialogue entre ces images tirées du film et des images conçues pour la bande dessinée. Et donc, on réfléchit, il y a une mise en abîme et il y a une réflexion sur le support, sur l'enrichissement d'un support à l'autre et comment ils s'influencent l'un et l'autre. Et il y a aussi, bien sûr, une réflexion sur la mise en récit de soi, qui est très intéressante. On voit Truman Capote se mettre en récit dans la bande dessinée, puis la mise en récit de Truman Capote, et en fait, quelque part, le parti pris avant-gardiste et moderne est une manière de réfléchir cette mise en récit et de mettre en évidence une espèce un caractère hallucinatoire de cette mise en récit successive. On ne sait plus très bien où est la réalité, où est le réel, où commence la fiction, où commence la non-fiction en fait. Et c'est très intéressant et c'est un beau témoignage en fait à la fois de ce que c'est que l'époque, de cette naissance en fait de cette mise en récit de soi. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans la bande dessinée on traite en noir et blanc les images tirées du film et en couleur les images qui sont réel pour bien signifier visuellement auprès du lecteur qu'est-ce qui est tiré du film et que la BD remet en scène, bien entendu. Et en fait, cela permet en fait de montrer l'espèce de degré de folie qu'il y a derrière la mise en scène de soi. Enfin, pas tant de folie, mais de rapport à la réalité qu'implique la remise en scène de soi et justement ce trouble qui naît entre la fiction et la réalité et cette impossibilité de comprendre qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est fantasmagorisé, si je puis dire. Et en fait, aujourd'hui, avec Internet, avec les nouveaux médias, on est en plein dedans et donc cette œuvre, comme le film, parle de ça en fait. De sa rapport au réel et à la fictionnalisation, de l'impact que cela a sur l'esprit des gens, du public, des créateurs.